Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 71, soit le 11e chapitre du meilleur personnage de ce premier tome. Je vais bien sûr parler de Tyrion. de Catelyn Tully, de Catelyn née Tully, Catelyn Stark. Et donc, comme vous l'avez entendu, nous sommes toujours en présence de Guillaume. Tu feras jamais d'épisode sans moi. Jamais. Donc vas-y Guillaume, un petit résumé de ce chapitre. C'est parti. Alors, dans ce chapitre, on retrouve Catelyn, qui arrive à Vivzeg en compagnie de Robb et de son oncle Brynden, et à Vivzeg, je l'ai déjà dit. Et Catelyn va rendre visite à son père, qui est mourant, et enfin, vraiment mourant, et Catelyn arrivera à le convaincre de revoir une dernière fois son frère Brynden. Plus tard, elle va retrouver Robb et ses bannerets, qui dirigent un conseil pour répondre à la nouvelle du couronnement de Renly dans le sud, et ils ont plusieurs choix. Soit ils peuvent décider de se rallier à Renly, ou d'engager aussi des négociations avec les Lannister, sachant que maintenant ils ont comme otage Jaime. Cependant, les bannerets ne veulent plus répondre aux ordres d'un roi qui ne se sent pas concerné par les affaires du Nord, et pour cela, ils décident de désigner un nouveau roi, Robb, roi du Nord. Merci Guillaume pour ce résumé. Très bon résumé d'ailleurs. Parce que c'est un très bon chapitre aussi, je trouve. Donc, commençons. Le chapitre débute par l'entrée de Catelyn à Vivzeg, son fief natal. Elle était accompagnée de son fils Robb, ainsi que de Theon Greyjoy, de son oncle Brynden Tully, et les seigneurs vassaux Lord Jon Humble et Lord Rickard Stark. Lorsqu'ils entrèrent dans la forteresse, ce fut le frère de Catelyn, Edmure Tully, qui les accueillit. Donc c'est la première fois qu'on le rencontre, frère de Catelyn et héritier de Vivzeg. Alors c'est marrant parce qu'en fait on le rencontre très tôt dans les livres, hein. Edmure Tully, alors que dans la série, il apparaît que très très tard. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait il apparaît que dans la saison 3, Edmure Tully. 3 Ouais. Mais non. Je te jure. J'avais pas remarqué, hein. Ouais, parce que ça s'enchaîne, puis je suis pas forcément, tu vois. C'est un truc de ouf, hein. Putain, il apparaît pas avant. Il apparaît pas dans la saison 2. Tu vois, il apparaît très tard. Edmure Tully était accompagné de Tytos Nerbosc, son seigneur vassal, qui l'avait libéré des mains des Lannister. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, on avait appris dans un des chapitres de Tyrion que le fief de Tytos Nerbosc, et donc Corneilla, était tombé durant la guerre en même temps que Harrenhal. Ah oui, voilà, c'est dont je te parlais juste avant, mais donc je vais te le dire maintenant, c'est que ce chapitre, je pense que c'est l'illustration parfaite en fait, du setup payoff, enfin, de la gratification que tu peux avoir en tant que lecteur si t'as lu tous les chapitres attentivement. Genre, il y a plein de trucs, en fait, qui sont précisés dans ce chapitre, qui sont déjà apparus avant, mais si t'as pas été super attentif, si t'as pas noté, si t'as pas retenu, en fait, tu t'en souviens absolument pas. Alors que ça a déjà été dit, mais le truc, c'est que c'était sur des personnages vassaux qui, tu penses qu'ils sont mineurs, et tu penses que ça va jamais réapparaître, alors que si. Donc il y a énormément de points qui sont présents dans les chapitres auparavant, mais qui... bon, de toute façon, on va en parler. Les retrouvailles entre frères et sœurs sont brèves, mais chaleureuses. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, Guillaume, mais je trouve que Catelyn a un ton assez condescendant envers Edmure durant ce chapitre. Tu sais, elle lui parle durement, elle lui répond de manière froide, de manière... comme s'il était un peu bête, tu vois. Tu sais, elle finit ses phrases en mode non mais ok, tu crois que je sais pas de quoi tu veux parler, enfin t'es con ou quoi. Oui. C'est comme ça que j'ai senti un peu de son que ouais, Catelyn est un peu condescendante envers son frère. Ouais, genre je sais pas si c'est son rôle de grande sœur ou si c'est parce qu'elle a pas trop confiance en Edmure. Ce que désire Catelyn n'est pas de parler de la mort de Ned, mais d'aller voir son père, même si elle apprend à son arrivée qu'il est cloué au lit. En aparté, Edmure lui confirme que leur père est dans un état lamentable, et d'après les maîtres, sa fin serait proche. Catelyn avait donc raison sur toute la ligne depuis le début, parce que c'est vrai que Catelyn, on se souvient, elle disait que si... en fait, lorsqu'elle avait appris que c'était Edmure Tully qui avait donné les ordres, qui avait donné les ordres justement à l'armée des Tully... Ouais, c'est que ça puait, quoi, pour son père. Elle s'est dit que jamais Oster Tully, s'il était en bon état, il allait laisser Edmure commander, quoi. Et donc, Catelyn était sur le point de perdre coup sur coup son mari et son père. Ça va être une femme vachement endeuillée, hein. Tu l'as dit. Lorsqu'elle entra de la loggia de son père,
c'est le physique d'un homme à l'article de la mort qui frappa Kathleen. Oster Tully se dépérissait. Néanmoins, son père appelle sa fille Kathleen par son surnom, Chaton, lorsqu'il la voit entrer dans la chambre. Voilà, donc Kathleen, Kat, Chaton, je pense que vous avez tous fait le lien. De plus, il prit quelques couleurs en évoquant la victoire récente de son petit-fils, Robb Stark, contre les Lannister, victoire qu'il avait pu admirer de son balcon. Kathleen lui confirme que c'était bien son œuvre, ainsi que de son frère Brynden Tully. Oster s'étonna de la présence de son frère. Depuis qu'il était parti de Vizeg, Lord Oster ressassait le fait que son frère n'était toujours pas marié, alors qu'il lui avait même trouvé en partie une red wine. D'ailleurs, comment il a dit, oui, j'avais même trouvé une red wine, comment ça s'appelle? Bethany. En fait, j'adore ce motif de dispute. Tu sais, quand Kathleen retrouve elle retrouve Brynden juste après, il dit, oui, Oster, il veut bien te recevoir, mais il veut plus batailler. Il dit, oh, je suis sûr qu'il va encore me bassiner avec cette Bethany Red Wine. Non, mais en fait, tu sens l'amour fraternel entre les deux, tu vois, mais juste, en plus, c'est une discorde de merde, quoi. Mais, je pense ils ont tous les deux, en gros, un grand honneur, genre. Ouais, mais je pense que, genre, en fait, ils sont tellement différents et genre, ils s'exaspèrent mutuellement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais juste ici, je pense au fond. Et, en fait, je crois qu'on connaissait toujours pas la cause de la friction entre Brynden et Oster, hein. On savait juste que Brynden, il était parti de Vuzeg, lors du mariage commun de Kathleen Eddard et Lysa et Jon Arryn. Mais on savait pas pourquoi il était parti, en fait. Et bon, et on comprend que cette cause de friction, elle ne s'étendrait pas tant que Brynden Tully ne se marierait pas, ce qu'il ne ferait jamais entendre Kathleen. Oster Tully avait même espoir que son autre fille, Lysa, fût présente, mais Kathleen lui répondit par la négative. Mais bon, je pense que ça ferait plus de mal à Oster Tully de voir ce qu'est devenu Lysa que de ne pas la voir. Hein. Parce que Lysa, maintenant, ça doit pas être la fille dont il se rappelle. Ouais, à mon avis, elle a changé. Et elle a pas l'air de beaucoup se soucier de son propre père non plus. Hein. Oui, parce qu'elle a pas envoyé d'homme pour soutenir Vivzeg. Ouais. Genre, ça l'inquiète pas plus que ça, quoi. Elle alla ensuite trouver son fils, qui se trouvait, d'après les informations de Théon, dans le bois sacré, comme son père l'aurait fait dans son temps. Et génial, parce que ça fait penser grave au premier chapitre de Kathleen où elle a trouvé Ned dans le bois sacré, elle disait il était que lors d'une exécution, il allait toujours dans le bois sacré ensuite. Et tu sais, à chaque fois, t'as Ned qui lui demandait les enfants. Yann qui disait oui, toujours cette question, où sont les enfants, que font-ils? Donc tu sens que Robb, il a pris les attributs, il a pris les attributs des stars, quoi, malgré que physiquement ça soit en Tully. Robb se trouvait agenouillé devant l'arbre-cœur du bois sacré, un baral, en compagnie de ses vassaux. Lord John Humble, Rickard Karstark, Maggie Mormont, Galbard Glover, et même Titos Merbosk. Alors, il y a deux choses. Donc, premièrement, il y a un baral à Vizeg. Ce qui est assez étonnant. Franchement, au départ, quand j'ai lu le chapitre, quand j'ai écrit les notes, je me suis dit, mais chelou, tu vois. Pourquoi il y a un baral à Vizeg? Parce que, ok, il y a un jardin, comment on appelle, un jardin sacré. Ça, je trouve ça normal. Ok, il y a un arbre-cœur. Je trouve ça normal. Ça, on le savait déjà. Que dans toutes les grandes maisons, il y avait des jardins sacrés avec à leur centre un arbre-cœur. En revanche, pour moi, les barrales, c'était que les arbres-cœurs du nord, tu vois. Et dans les suds, les arbres-cœurs, c'était que c'était d'autres arbres, genre des chênes, par exemple, ou des trucs comme ça. Je crois que c'est un chêne à Port-Réal. Donc je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est peut-être encore une erreur de traduction. Donc je suis allé regarder dans le texte original, en anglais, le texte écrit par Martin, et c'était bien marqué un werewood. Donc le mot original du baral. Je me suis dit, mais c'est chelou, pourquoi il y a vraiment, et donc ça veut dire que c'est pas une erreur de traduction, il y a vraiment un baral à Vizeg. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que c'est même Kathleen qui nous a dit dans son premier chapitre que tous les barals dans le sud ont soit été abattus, soit brûlés. Et seul subsistait au sud les barals au niveau de l'île aux Faces. Putain. Ce qui nous a été confirmé par comment il s'appelle encore le maître Lewin dans le dernier chapitre de Bran, où il disait, il faut lui raconter la grande histoire que justement, voilà, c'est là-bas que les premiers hommes avaient scellé un pacte avec les enfants de la forêt et ils jurèrent de ne plus couper de barral. Tu vois, je me suis trouvé ça chaud parce que c'est Kathleen, tu vois, qui nous a dit ça. Et il y a bien un baral à Vizeg.
C'est-à-dire que elle savait très bien qu'il y avait un Baral dans le sud, justement dans son fief natal. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, il y a un problème. Et donc je suis allé checker sur les forums. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que c'est une erreur de Martin, ça. D'accord. Je crois que c'est une erreur de Martin. Ouais, c'est incohérent avec l'univers. En tout cas, c'est incohérent avec ce qu'avait déclaré Kathleen premièrement. Donc peut-être que ça c'est les premiers chapitres, peut-être qu'il avait pas. Mais en tout cas, quand j'ai checké sur les forums, les gens ils se posaient la même question. Et en fait, la réponse qui revenait le plus souvent, c'était qu'en gros, peut-être que c'était un oubli de Martin, ou en gros, ou soit c'était un grossissement des traits de Kathleen. En gros, il disait que quand elle disait que tous les barrals, c'était genre presque tous les barrals, quoi, et c'est pas exactement. Bah, on n'est pas loin de l'œil-dieu, non? Du lac de l'œil-dieu. Ouais, mais on est dans le sud, hein. Oui. On est vraiment dans le sud à Vizeg. Donc, pour moi, il devrait plus, enfin, d'après ce qu'on nous avait dit depuis le début du tome, il devrait plus exister de barrals dans le sud. Ouais. Et en fait, c'est confirmé, ça, qu'il y a encore des barrals dans le sud, avec la mention de Titos Nerbosk. Donc, on sait que Titos Nerbosk, c'est, un seigneur bannerais des Tully. Donc, c'est un seigneur bannerais du sud. Pourtant, il a l'air de prier les anciens dieux. Et donc, c'est confirmé par Kathleen dans le chapitre que Titos Nerbosk, lui, en tout cas, les Nerbosk sont fidèles aux anciens dieux. D'accord. Donc sûrement que ils doivent avoir peut-être un barral, tu vois, en leur sein, tu vois, dans leur forteresse à Corneilla. D'accord. Je sais pas quoi faire de cette info, mais. Bah non, mais juste que en fait, tu sais, on dit oui. En fait, moi c'est pas, tu vois, on fait ce podcast pour ça, tu vois, pour repérer tout ce qui peut être repérable entre guillemets. Oui. Mais on veut pas juste pour faire de la redite. Et donc là, moi, j'étais étonné, tu vois, parce que depuis le début, on dit, en plus, on le dit, tu vois, on répète que tous les barrals dans le sud ont été abattus ou machin, ou brûlés. Et puis là, on se rend compte que Kathleen, à Vivzeg, elle a un barral dans son bois sacré, genre. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vraiment, genre en mode, mais t'es conne. Non, mais, moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois, c'est pour ça, au départ, je me dis que c'était une erreur de traduction, mais en fait, non, ça doit être une erreur de Martin, quelque chose comme ça. Très probablement. C'est vrai que ça doit pas être facile dans des œuvres aussi complexes de maintenir une cohérence parfaite sans faire une erreur. Tu vois, là, il a suffi d'un mot, il a suffi de mettre le mot barral et oublier au lieu de mettre chaîne ou un truc comme ça. Et genre, t'as une incohérence, paf. Ouais. Tu vois, c'est chaud, hein. Après, soit c'était ça, soit c'est juste un mot, ou soit c'est plus grand et comment dire, il y a une raison pour laquelle certains barrals subsistent au sud. Oui. Il y a beaucoup de cas où il fait attention, mais genre c'est pas exclu qu'il fasse une erreur, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de Kathleen où elle a fait une erreur dans son premier chapitre. Il aurait dû marquer pratiquement tous les barrals ont été abattus. Ouais, je suis d'accord. Kathleen laisse alors ses fidèles prier leur dieu. Il ne fallait pas les interrompre dans leur prière. Dans le même temps, elle se remémorait des souvenirs d'enfance, particulièrement le fait qu'elle et Lisa jouaient avec les sentiments de Peter Baelish, que chacune d'elles faisait miroiter pour un bisou, et que Lisa était allée jusqu'au bout. Donc là, étonnant, parce qu'en fait, ok, si on se rappelle, on savait que Peter avait fait propager la rumeur dans le Donjon Rouge, que c'était lui qui avait fait perdre son pucelage à Kathleen. Donc ça, on s'est dit... On sait que c'est faux. On se doute que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Pourquoi après... Ça justement ce récit ça contrebalance avec ce qu'il a dit, tu vois, c'est-à-dire que ça part quand même de quelque part, il a pas sorti de n'importe où. Donc ça veut dire que Kathleen elle a quand même elle a quand même joué avec les sentiments de Peter, donc peut-être qu'il a eu le sentiment que Kathleen, tu vois. Non mais ce que je veux dire c'est que depuis le début on se disait que Kathleen n'avait eu que des sentiments amicaux envers Peter, envers Peter. Alors que là, on se rend compte qu'en fait, à un moment donné, dans leur enfance, elle l'a quand même fait miroiter, quoi. Ouais, elle a joué avec lui. Elle l'a chauffé, quoi. Voilà, exactement. Et donc il a mal interprété des trucs qui n'étaient que des jeux, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est là le point, c'est qu'il a mal interprété. Mais en tout cas, il a pas faussement, enfin, tu vois, il a pas menti, quoi. Enfin, quand il a pas menti, c'est que c'est pas parti de nulle part. Mais il a menti. Après, parce que Kathleen, on sait pas où. Elle a jamais dit que j'ai perdu mon pucelage avec Ned dans mon mariage. Ouais, mais bon. Non, on se doute qu'il a menti. On se doute qu'il a menti quand même. En revanche, c'est la première fois qu'on a la mention que. C'est pas même pas, mais on a la mention que Lisa justement, elle semblait avoir des sentiments pour Peter. Bah, elle a poussé le délire plus loin visiblement. Pas du bisou. Ah oui, elle a pas juste miroité. Ouais. Elle l'a jusqu'au bout.
Et, Est-ce que c'est le pucelage de Kathleen qu'il avait pris Pétir ou celui de Lisa finalement? Ah, ouais, ça se trouve, pour elle, il a dit... Ouais, c'est Kathleen, mais en fait, il s'est tapé la moche. Ouais, il a dit, il y a bien une Tully avec qui, voilà, les gens pensaient que c'était Kathleen, mais Ouais. il y avait John Arryn à côté, et on peut pas se permettre de dire que c'était Lisa qui avait perdu son pucelage, tu vois, Ouais. mais peut-être bien, hein. Ça serait bien, ça serait plus intéressant. Enfin, plus intéressant, ça serait un peu plus logique en tout cas. Et d'ailleurs, on se rappelle, je sais pas si tu te rappelles, mais dans le récit que Kathleen avait fait, que Lisa était restée au chevet de Peter après son duel contre Brandon Stark. Ouais. Elle était restée à son chevet, donc sûrement qu'elle avait, voilà quoi, elle avait de l'affection pour Peter. Beaucoup d'affection, ouais. Lorsque leur prière fut terminée, Robb informa sa mère qu'il irait voir son grand-père plus tard, que l'heure était à présent au conseil de guerre. Énormément de seigneurs étaient réunis dans la grande salle de Vivzeg, en commençant par Edmure Tully, ainsi que son oncle Brinden. Caryll Vance est aussi présent. Alors, Caryll Vance, est-ce que tu te rappelles où on a rencontré Guillaume? C'est pas un truc genre Mark Piper, Karim... Ouais. Alors en fait, on l'avait déjà rencontré lors du chapitre d'Eddard où il pratique son audience dans le Donjon Rouge, qu'elle était venue plaider afin de punir les ravages du limier. En gros, ce qui s'est dit, c'est que au moment où Catelyn avait capturé Tyrion... De la montagne, pas du limier. De la montagne, pardon, oui. Donc au moment où Catelyn a capturé Tyrion, il y a eu un peu des... Voilà, il y a eu un peu des échauffourées. On a monté en force, t'avais une Tully qui a demandé de garder la base de la Dendor, voilà. Sauf que t'avais déjà la montagne qui s'était infiltrée dans le conflant et qui avait causé plusieurs ravages. Et justement, c'est à ce moment-là que il y avait eu plusieurs terres du conflant qui avaient été dévastées. Et donc t'as Caryll Vance et Mark Piper qui étaient venus plaider. Donc on savait déjà dans un des chapitres de Catelyn que son père, Lord Vance, qui avait été envoyé garder la passe au niveau de la Dendor, justement, avait été tué. Donc c'est maintenant Caryll Vance qui est le lord de la maison Vance. Donc tu vois, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est que le chapitre, en fait, t'as plein d'éléments qui ont été dits au début, mais la lecture attentive qu'il faut faire, ou les détails dont il faut se souvenir pour se rappeler de tout ça, alors tu dis, ouais, c'est terrible, hein. Non, en fait, ça demande une concentration que, franchement, en fait, tu peux pas savoir déjà qu'il faut l'avoir. Tu peux pas savoir que tout ça, ça va revenir à un moment donné, tu peux pas te sortir que ça va être important. Donc franchement, c'est genre, moi je me rappelle à ma première lecture, jamais j'ai eu la concentration pour me rappeler tous ces détails, genre. Moi, je disais, ok, le chapitre, tu peux le comprendre. Franchement, ce chapitre, tu peux comprendre, tu vois le contexte dans lequel on est, mais tous les détails à l'intérieur, en fait, si t'as pas une lecture attentive, tu peux vite passer au-dessus, quoi. Et même moi, il y avait des éléments dans le texte, là, où j'ai dû rechercher dans mes notes parce que je me souviens plus exactement ce qui s'était passé. Et le problème, c'est que au départ, tu te dis, ok, ça demande une lecture plus attentive pour ce passage-là, pourquoi pas. Et en fait, tu te rends compte, genre, au niveau du tome 3, 4 et 5, que en fait, c'est vraiment cette lecture attentive qu'il faut avoir tout le temps pour comprendre certaines intrigues, genre. Et là, tu te dis, ah merde, j'ai pas lu depuis le début, il faut que je relise tout. Parce que sinon, je comprendrais pas ce qui se passe. Et en plus, c'est même pas que tu comprends pas ce qui se passe, parce qu'en fait, tu sais même pas ce qu'il faut comprendre. Tu vois même pas qu'il faut comprendre quelque chose qui est encore plus en profondeur, genre. Donc bon. Donc Caryll Vance était venu accompagné de Mark Piper, qui lui aussi était venu plaider en compagnie de Caryll Vance à Port-Réal. Donc tu te rappelles que Mark Piper s'est dit que c'était l'ami intime d'Edmure Tully. Ouais, je me rappelle. Et était aussi présent un des fils de sœur Raymond Darry, et qui, d'après le chapitre, semble être son héritier, mais dans le chapitre, il est pas nommé. Il est juste désigné comme étant le fils de Raymond Darry. Ok. Et est-ce que tu te rappelles où il est, ce Raymond Darry, actuellement? Genre de truc où tu te dis... Actuellement, qu'est-ce qu'il fout Ça a été dit, mais tu vois, le truc pour se rappeler à la fin... Ah non, mais c'est terrible. Ouais. Alors, ça en plus, c'est marrant, parce que Raymond Darry, en plus, on en a parlé, beaucoup de fois, beaucoup de fois, on a parlé de Raymond Darry. Mais franchement, ouais, juste que ça demande une concentration qui est folle, quoi. Où il est en ce moment? En fait, il est mort. Ok. Il est décédé. Il est décédé parce que lui aussi, Raymond Darry, était venu en compagnie de Caryll Vance et Mark Piper plaider à Port-Réal auprès de Lord Eddard. Et donc, tu sais, c'est à ce moment-là que Lord Eddard y répudie Gregor Clegane de toutes ses terres. Et donc, il envoie Beric Dondarrion pour Osdemir, ainsi que Caryll Vance et Mark Piper, le punir de ses crimes et l'exécuter. Et c'est lors des premiers échauffourées avec la montagne qu'est décédé Raymond Darry. D'accord. Ça a été dit dans un des chapitres de Catelyn, tu sais, le chapitre de Catelyn, je crois, où elle arrive auprès de Robb, là, à Motte Cailin,
et que Rob lui fait un peu un point sur tout ce qui s'est passé en gros. D'accord. Ok. Technique. Lord Jonas Bracken était lui aussi présent. Lui qui avait quitté son fief, la Highpierre, en ruine. Donc on avait appris dans un des chapitres de Kathleen que c'était Grigor Clegane qui avait incendié la Highpierre. Donc ouais, ça c'est par exemple, ça c'est un des éléments dont je me souvenais absolument pas. Genre ça a été dit dans un chapitre de Kathleen, texto, Grigor Clegane a incendié la Highpierre. Sauf que déjà faut se rappeler qui est le seigneur de la Highpierre, il faut se rappeler de lui, tu vois, il faut se rappeler, tu sais, c'est un détail qui ça paraît tellement anodin, et enfin tu vois, tu t'en fous en fait, enfin c'est pas que tu t'en fous, mais je veux dire, t'as tellement d'informations, je pense, à retenir quand t'es primo-lecteur déjà, que tu dis, mais en fait, tu lis en diagonale un peu, quoi. Donc, il est dit dans le texte que Jonas Bracken est allé s'asseoir le plus loin possible de Titos Nerbosk, et donc on savait déjà que... ils se détestaient. Ouais, les Nerbosk et les Bracken. Donc, Guillaume, est-ce que t'as une idée sur la cause de leur brouille En fait, depuis le début, on dit, oui, ils se détestent, mais on s'est jamais interrogé sur la cause de leur dispute. Bah... Est-ce que ça peut être une question de religion? Je sais pas. Oui, parce que du coup, on vient d'apprendre que... Titos Nerbosk adore les anciens dieux. Peut-être que... Je sais pas, ils ont saccagé des barrals ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Donc ça serait une idée de religion pour toi. Ouais, ça pourrait être un conflit religieux. Ouais. Genre, il y en a un qui est intolérant à la religion de l'autre ou je sais pas quoi. Genre, ça pourrait, Bah, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, de toute façon, pour l'instant, mais... Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est la seule différence qu'on a pour l'instant. Les seigneurs du Nord qui sont présents ont déjà été cités, mais juste une information à rajouter par rapport à Lord Rickard Karstark. Alors, il était venu rejoindre Robb à Winterfell avec ses 3 enfants, Arayon, Eddard et Torren. Je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, c'était les enfants qui s'étaient moqués de la condition de Bran. Oui. Il avait dit, quand ils avaient vu Bran, ils avaient dit, oui, mais je préférais mourir que d'être brisé, que de finir ma vie brisée, quoi. Donc, est-ce que tu te rappelles ce qui est arrivé aux 3 enfants de Rickard Karstark? Je crois qu'il y en a 2 qui sont morts, hein. Ouais. 2 qui sont morts. 2 qui sont morts de la main de Jaime pendant la bataille du Beau Murmure. Et donc ça c'est les deux cadets, donc Eddard et Torren. Et concernant Arayon, l'aîné et l'héritier. Et l'autre, il est capturé. Ouais. Il a été capturé lors de la bataille de la Verfurk. Donc et on nous dit qu'en fait Rickard il a aucune nouvelle de Arayon. Ce qui paraît normal vu que bon du coup il est sûrement que les Lannister n'ont toujours pas envoyé leur demande de rançon à Rickard, mais du coup bon il est un peu dans la merde par rapport à ses héritiers, 2 qui sont morts incapturés. Ouais, voilà, la descendance de Rickard elle est un peu compromise. Ouais. Un message leur a été envoyé les informant que Renly se proclamait roi et avait de son côté au jardin. Roose Bolton était toujours dans le conflent, commandant la 2e armée Stark, tandis que Walder Frey tenait toujours les jumeaux en compagnie de Element Tallart. Donc, tu te rappelles, Guillaume, en fait, lors du marché que Robb avait passé avec Walder Frey, en gros, Walder Frey lui avait envoyé ses hommes, une partie de ses hommes. Robb, en échange, lui avait laissé des hommes aux jumeaux, et il avait mis Element Tallart à leur tête. Ok. D'ailleurs, c'est Element Tallart dont on a déjà parlé, vu qu'il avait été chargé par Ned de renforcer Moat Cailin. Oui, avec Galbart Lover, je crois. Ou Robert. Donc Galbart, je crois. Les débats fusèrent toute la nuit sur la conduite à adopter. Certains conseillèrent d'attendre, d'autres d'attaquer directement. On conseillait de jurer allégeance à Renly, mais impossible, il n'était pas le roi légitime, Stannis le précédent dans la ligne de succession, et aucune chance d'aller jurer fidélité à Joffrey. Stevron Frey, le premier fils et l'héritier de Walder Frey, à l'image de son père, conseille de patienter et de laisser les Baratheon et les Lannister se taper dessus afin de jurer allégeance au vainqueur ou de le combattre au choix. Sa suggestion fut accueillie par des rugissements de toutes parts. En fait, j'adore là comment il le dit, genre... Oui, peut-être devons-nous patienter et les laisser se battre entre eux afin, en cas de victoire d'un ou de l'autre partie, d'agrémenter nos discussions. Laissez-moi aller à Areno, là, avec quelques hommes pour parlementer avec Cho. En fait, tu sens tellement les frais dans son intonation et dans ses paroles. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de famille, genre. Peut-être que c'est Walder qui lui a dit, oui, si tu vas dans comme Robb Stark, essaye de les faire, voilà, quoi. Ne nous mets pas dans la merde, essaye de les infiltrer pour qu'on soit plutôt du côté des langueurs, genre. Oui. Putain. Mais on sent que son père l'a bien instruit, en tout cas, sur les comportements frais à adopter. Seule Catelyn sembla proposer une paix. Elle, pour qui le chagrin de la perte de Ned semblait si profond. Alors, je dis ça. Mais c'est vrai que dans le chapitre, en le relisant, j'étais assez déçu. Parce que je trouve que la réaction de Robb et Catelyn,
elle était pas à la mort de Ned, elle était pas ouf. Enfin, je trouve qu'on ne l'a pas assez montré. Et en écrivant l'épisode, du coup, j'ai regardé l'épisode, donc 10 de la saison 1, là enfin juste après la mort de Ned. Et tu vois vraiment la réaction de Catelyn et Robb. Genre Catelyn qui est en pleurs, tu vois Robb qui s'acharne sur un arbre. Tu sens qu'il y a une perte, quoi. Dans le chapitre, Robb, ok, je crois que il y a juste au tout début où on dit qu'il il a un air assez absent, mais sans plus, quoi. Enfin, tu sens pas de chagrin en fait par rapport à la perte de Ned. Ouais. Après, dans les faits, quand t'es autant focus sur une guerre ou un truc comme ça, tu vois, t'es blindé. Mais après, Catelyn, oui, normalement, elle devrait chialer, tu vois, vraiment. Moi, je préfère franchement la scène de la série où moi tu vois les deux qui accusent le coup. On pourrait voir Robb plus impulsif dans ses décisions, tu vois, moins. Mais en fait, là, t'as l'impression que ça a aucun impact sur. Franchement, quoi, tu compares au chapitre de Jon, où Jon, ok, même si justement on a ses pensées internes, donc on sait ce qu'il pense, mais au moins là, t'as une vraie réaction de Jon, tu vois. Ouais, il s'apprête à déserter, quoi. Alors que Catelyn, là, elle a pas. Ils ont l'air de passer assez vite au-dessus, quoi. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. J'ai pas senti vraiment qu'ils accusaient les coups. Ça m'a un peu, vraiment, ça m'a déçu. Je sais pas. Ouais, Sansa, on l'a bien, tu vois. Tu vois, voilà, exactement. Sansa, on l'a exactement. On l'a vraiment bien, Sansa. Même Arya, quand la réaction juste après la mort de Ned, bon, même si elle a vu en direct, donc forcément, ça a exacerbé le coup, mais t'as sa réaction. Robb et Catelyn, en fait, on m'aurait pas dit que Ned serait mort à ce moment-là. Avec ce chapitre, j'en aurais presque rien su, hein. Quand tu vois Robb, il y a presque aucune de ses réactions qui fait penser que son père vient de mourir. Oui, c'est sûr. Ouais. Et qu'il a présent l'héritier de... Ok, à part la fin, mais... Ouais, non, tu le sens pas trop. Ouais, on méritait au moins de voir vraiment... je sais pas, de sentir un impact psychologique sur ces deux-là. Mais bon, pour Catelyn, une guerre ne rendrait jamais son mari, et le père de Robb, trop de gens étaient déjà morts, dont les fils de Rickard Stark, Darin Corbois. Donc, est-ce que tu te rappelles les conséquences, les circonstances dans lesquelles Darin Corbois était décédé? Alors, dans une des batailles, je suppose. Ouais. Et ce qui laisse Corbois sans héritier ou un truc comme ça. C'est ça. En fait, le Lord Corbois était venu rejoindre Robb à Winterfell en compagnie de son fils, Darin. Lord Corbois, lui, est décédé durant la bataille de la Verfurque, et Darin Corbois, son fils, est décédé pendant la bataille du Beau Murmure. Ok. Seul importait à Catelyn le retour de ses filles, ainsi que le bien-être de son fils. Mais aucun des seigneurs n'était en accord avec la proposition de Catelyn, elle qui incarnait le sexe faible. Bon, alors, moi j'ai noté dans mes notes, entre parenthèses, alors que Maggie Mormont est présent. Donc, enfin, je veux dire, ok, d'accord, Catelyn c'est une fille, mais Maggie Mormont c'est une femme aussi, et pourtant elle n'a pas du tout les mêmes pensées que Catelyn, donc voilà, là tu sens vraiment le comportement sexiste. Non mais, il y a pas... Après, on a déjà dit que Maggie Mormont, ça a l'air un peu d'être une exception dans tout ce monde, tu vois. Oui, ça a l'air d'être une grosse brutasse. Hein. Et qu'on comprenait pas trop comment elle a pu accéder à la tête de la maison Mormont. Alors certes, on sait que bon... Jorah Mormont, donc le Lord commandant de la garde de nuit, et son frère, que son fils Jorah Mormont a, voilà quoi, s'est exilé en Essos. Donc peut-être que c'est elle la seule Mormont qui reste. Mais par exemple, même sa fille, elle est présente dans la garde personnelle de Robb là pendant la bataille du Beau Murmure. Ah ouais. Ouais. Tu te rappelles pas? On a dit que sa fille, je sais pas si on cite encore son nom, mais en tout cas sa fille est présente dans la garde personnelle de Robb. D'accord, ok. Donc voilà, même les femmes là-bas ont l'air d'être assez, voilà quoi, sanguines. Et parmi les seigneurs vassals de Robb, tous veulent du sang et la revanche. Bon, après on comprend, Rickard Stark, moi voilà quoi, ses deux fils sont morts de la main de Jaime, son fils il a aucune nouvelle, tu comprends. Mais c'est-à-dire, ça m'étonne qu'il ait aucune nouvelle, je comprends pas pourquoi il dit qu'il a aucune nouvelle, sachant qu'ils doivent avoir des nouvelles de Roose Bolton, tu vois. Et donc Roose Bolton, il a bien dû leur dire que que Arion Stark a été capturé. D'accord. Ouais. Ah, mais peut-être qu'il sait que Arion Stark a été capturé, mais en fait, il a aucune nouvelle des Lannister par rapport à son fils, quoi. Oui. Je pense que c'est plus ça. C'est ainsi que le Lord John Humble apprend un discours fort et engagé sur le fait que les gens du Sud ne lui étaient rien,
que leurs dieux ne lui disaient rien, et que eux-mêmes ne connaissaient rien au Nord, clama haut et fort qu'il ne pleurait le genou que devant un roi, Robb Stark, le roi du Nord. Torrhen Stark, en son temps, ploya le genou devant les dragons, les Targaryens, mais il n'était plus sur le trône, seul importait le roi du Nord. C'est un peu vrai ça, on a déjà raconté cette histoire, donc c'est Torrhen Stark, pendant la conquête d'Aegon, qui au lieu de faire la guerre, lui il a ployé le genou, il a dit ouais, vas-y. Ouais. Flemme. Je suis sous tes ordres. Mais c'est vrai que maintenant que les Targaryens sont sur le trône, en vérité, il n'y a plus tellement de serment qui est lié à la couronne, hein. Ouais. Il faudrait juste faut oublier que bon, Daenerys est encore là maintenant, quoi. Donc si Daenerys un jour revient et clame le trône comme elle en a visiblement envie, est-ce que les Stark reviendraient sous l'égide de cette couronne, tu vois? Je pense qu'ils accepteraient pas quelqu'un qui a pas grandi déjà à Westeros, tu vois. Qui n'a jamais connu le Nord, qui sait même pas rien, tu vois. Ouais, mais après, ils étaient quand même sous les Targaryens, hein. Ils avaient l'air quand même de respecter bon. Ok, ils avaient l'air de respecter, bon, Eddard l'a quand même participé à la rébellion, mais tu vois. Genre, ça avait pas l'air d'être quelque chose de malsain que d'être sous le, comment dire, d'être les vassaux des Targaryens. Bah, à mon avis, là, c'est fini. Ils ont viré les Targaryens une fois et c'est pas pour remettre un Targaryen. Ouais. Là, tu dis pas que, par exemple, comme il existe, par exemple, les Dari dans le Conflent, des loyalistes Targaryens dans le Nord. Donc, je pense que non. On en a rien à foutre. c'est le Nord, quoi. Et tous les seigneurs, même ceux du Conflent, se joignirent au lard de Jon et crièrent en écho « Le roi du Nord, le roi du Nord, le roi du Nord ». The King in the North! The King in the North! King in the North! Yo, c'est bien stylé, la scène du premier épisode où ils crient tous ça, « King in the North ». King in the North, c'est génial, ça. Ouais. C'est vachement stylé. Et j'adore Catelyn qui dit, et même les seigneurs du Conflent, stupide comme ils étaient, car ils n'avaient aucun lien avec Robb Stark, se joignirent aux échos, genre. Mais genre, c'est même pas leur roi, genre. J'avoue que ça m'a un peu étonné, genre, de la réaction de Edmure, genre, en mode, mais pourquoi tu pries le roi du Nord, toi? Enfin, qu'est-ce que t'en as à foutre, genre? T'es même pas sous, tu vois? T'as l'impression que, genre, en fait, on les chapitre que les seigneurs, les seigneurs du Conflent, en fait, sont sous la coupe de Robb Stark, en fait, un peu, tu vois? Qu'ils lui obéissent, alors qu'ils devraient, tu vois? Ils obéissent juste à Edmure Tully, point. Enfin, Oster Tully. Dieu le garde en vie, mais voilà. Donc, on a terminé pour ce chapitre. Ouais, donc c'est ce genre de chapitre dont je voulais parler. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ce genre de chapitre qui demande vraiment de... Ouais, il est technique, hein. Il est technique, on dirait pas, mais il est technique. Grave. Après, peut-être qu'il y a des gens qui, tu vois, je pense qu'il y a pratiquement personne dans sa première lecture qui a pu noter tous les détails pour se dire en lisant le chapitre, ah oui, ça je m'en souviens, ah oui, ça a déjà été dit, à moins d'avoir pris des notes ou d'être genre une deuxième ou une troisième lecture, tu passes à côté, hein. Genre la hyper, franchement, franchement, j'ai bien tout noté, etc., mais j'avais oublié que ça avait été dit. Et je me dis, ça va être encore pire parce que nous encore on lit, tu vois, on lit les chapitres de façon assez espacée dans le temps. Mais pour quelqu'un qui lit une première fois et de façon assez rapprochée. Ouais, la vitesse à laquelle il doit se gaver d'informations, c'est grave. C'est terrible. Tu gaves trop d'informations d'un coup et je pense qu'à la fin tu zappes facilement 50 à 60% des choses, hein. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment. T'en as marre, ouais. Bah, au bout d'un moment, clairement, quand tu vois un nouveau nom, t'as plus envie de savoir qui c'est, genre. Tu fais, mes frères, et j'ai eu 50 noms dans un chapitre, là. Grave. Mais tu sais, par exemple, ça me fait grave penser au premier chapitre, quelque chose du mois. Tu sais, le chapitre de Sansa, au tournoi de la main. Où tu sais, il y a tous les chevaliers qui arrivent et qu'on dit, oui, Jason m'a laissé rêver, Beric Dondarrion, les frais qui arrivent, Tauros de Myr, je sais plus quoi. On dit les Ballon Swan. Genre, je sais plus qui le bronzé. Ah oui, Yon Russell, tu dis. Et tu fais, frère. Oh là là. Et tu te rends compte que, tu sais, genre, Game of Thrones, la série, elle est connue pour être l'une des séries avec le plus de personnages et tout. Je fais, mais franchement, si t'es pas capable de retenir les persos de la série, franchement, accroche-toi, hein. Accroche-toi parce que, genre, révise tes persos de la série déjà. Ouais. Et ensuite, regarde le livre parce que, ouf, le challenge, c'est un autre, hein. Ouais, bah, c'est vrai que le fait de pas discuter ni revoir les persos pendant 1 an, voire 2, compliqué.
Ah non, mais là, quand la saison 7, elle était sortie, je crois, il y a eu... Et entre la saison 7 et... Ouais, mais après, à ce moment-là, tout le monde connaissait les personnages, donc ça allait encore. Ouais. Mais je veux dire, quand tu commences... Mais après, on parle pas de la série, mais rien qu'avec le livre, comme tu l'as dit, t'as une masse d'informations à gober. Et surtout, si tu te dis pas, ok, faut que j'espace ma lecture, faut que je me souvienne. Si tu te dis, vas-y, je vais lire tout d'une traite. Bon, en tout cas, je vais en lire beaucoup. C'est le mec qui, typiquement, 7-8 chapitres d'un coup. T'as trop de personnages à retenir, trop d'informations à savoir, en fait. Et c'est littéralement, je pense, pas possible. À moins d'avoir une mémoire de fou. Putain, faudrait faire un, genre en mode, un classement des livres qui sortent le plus de nouveaux personnages par page, genre, ou par chapitre. Je pense que Game of Thrones, il tape fort, hein. Ouais. Enfin, je pense qu'il tape fort. Et en vrai, c'est même pas des nouveaux personnages juste random. Oui. C'est des nouveaux mais ça, c'est dur à évaluer, ça. Ça, c'est dur à évaluer. C'est dur à évaluer, genre, en fait, je pense que si t'es habitué à lire Harry Potter ou un truc comme ça, où ils te balancent des noms d'élèves, où franchement, tu t'en bats les couilles. Genre en mode, telle personne, il a fait une gaffe en cours, ou je sais pas quoi. Tu vois, ouais. On s'en bat les couilles d'oublier le nom de cet élève-là de Poudlard. Ouais, et même encore, je pense que, de toute façon, si ça revient, en fait, ça reviendra de façon pédagogique. Par exemple, tu prends Harry Potter, je pense par exemple à Cédric Diggory. Il est cité dès le 3e tome. Puisque je crois que c'est le capitaine de l'équipe de Quidditch de Poufsouffle. Mais tu sais, dans le 3e tome, il est pas important. On s'en fout. Non, totalement. Dans le 4e tome, là, il apparaît, donc là, il a un rôle central. Mais je veux dire que tu l'as vu en fait, ça va pas tellement d'importance que tu l'as vu dans le 3e, puisque, en fait, ça va pas avoir d'importance qu'il a fait dans le 3e tome, en fait. Ouais. Et même si ça a une importance, on va te le rappeler. Alors que là, tu sais pas si c'est une importance ou pas, vu que tous les personnages ont une importance plus ou moins relative. Et en plus, on va jamais te le rappeler de façon enfin, si, là, on l'a fait, par exemple. Dans ce truc avec Larry Pierre, Cornelia et tout, les Darry, Mark Piper, Cal Evans. Mais, je pense parce qu'il a été gentil. Après, il aura plus le temps dans ses chapitres de dire, ah, vous vous rappelez ce qui s'est passé par rapport à lui? Et bien, tu vois. Il aura plus le temps, après, il dira, nique ta mère. Ouais, c'est bon. Nique ta mère. Il part du principe, plus tard, il partira du principe que tous les éléments qui sont passés, vous les saurez, et puis pas ça, quoi. Il est dur, hein. Enfin, voilà. Donc, on va terminer pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez continuer l'aventure avec nous sur les réseaux sociaux pour nous indiquer des choses qu'on n'a pas forcément vues ou quoi, ou juste pour discuter du chapitre si vous l'avez apprécié. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la prochaine.